Le vent du matin transporte une odeur de poussière, de fumée et de sel marin. Tu ne te réveilles pas au son d'un réveil, mais à la lumière impitoyable du soleil qui envahit ta maison. Les murs, faits de briques crues séchées au soleil ou de pierres rugueuses, ont absorbé le froid de la nuit, mais dès l'aube, ils deviennent des plaques chauffantes qui rayonnent contre ta peau. Le plafond est bas, les fenêtres sont petites et sans vitres, seulement des volets en bois qui protègent davantage des animaux curieux et des regards indiscrets que de la chaleur. Le concept de lit est sommaire. Un simple tapis étalé sur le sol, un matelas de paille qui gratte plus qu'il ne repose, et pour oreiller, un manteau replié. Te lever tôt n'est pas un choix, mais une nécessité. Dans la chaleur estivale, rester sous un toit après le lever du soleil est impensable. La porte de bois grince quand tu la pousses, et déjà la lumière inonde la petite cour en terre battue où repose une grande jarre d'argile. Pas de robinet, pas de plomberie. Pour l'eau, il faut se rendre au puits public. Dans la rue étroite, une fillette du voisinage tire sur une corde épaisse pour hisser un seau lourd, les pieds nus recouverts de poussière. Tu prends ta propre amphore, rugueuse et ébréchée, et tu pars dans le dédale des ruelles pavées. La ville s'éveille en même temps que toi. Des ânes chargés de paniers laissent derrière eux une forte odeur. Un boulanger crie qu'il a du pain chaud, et des marchands installent leurs étals de figues et d'olives. Le brouhaha matinal est celui d'une ruche humaine où chacun s'affaire à survivre plutôt qu'à vivre. L'eau est lourde. De retour à la maison, tes épaules brûlent sous le poids de l'amphore. Se laver signifie se verser quelques gorgées glacées sur le visage. Peut-être frotter ses bras pour chasser la poussière. Il n'existe ni savon parfumé, ni serviette douce. Seulement de l'eau froide et tes mains calleuses. Le bain, lorsqu'il y en a un, se fait en fin de journée, souvent dans un bassin public, et il s'agit davantage d'un rituel que d'un geste d'hygiène. Le matin, tu t'asperges simplement d'huile d'olive, puis tu racles ta peau avec un strigile, une lame courbée en bronze qui enlève sueur et saleté. C'est ton spa antique, un rituel répétitif, pratique mais jamais luxueux. Autour de toi, le quartier s'anime. Les voisins discutent à voix haute, les chèvres bêlent dans les couloirs étroits. La notion d'intimité n'existe pas. On dort en famille, dans une seule pièce. On partage les repas assis sur le sol, et les disputes éclatent pour savoir qui a laissé entrer la boue de la rue dans la maison. Tes vêtements sont simples, une tunique en lin rugueux, attachée par une ceinture de cuir. Elle colle déjà à ta peau sous la chaleur du matin. Si tu possèdes une paire de sandales, tu as de la chance. Sinon, tu marches pieds nus sur des pierres brûlantes et de la terre battue. Le petit déjeuner n'a rien d'un festin. Tu manges un morceau de pain d'orge sec, une galette dure comme de la terre cuite, que tu trempes dans du vin coupé d'eau. L'eau pure est rare et souvent impropre à la consommation. Alors le vin dilué sert de filtre rudimentaire. Si tu es riche, une figue ou un peu de fromage frais peuvent accompagner ton repas. Mais pour la majorité des habitants, c'est un repas fonctionnel. Avalé rapidement avant de repartir travailler sous le soleil écrasant. Pas de café, pas de fruits exotiques, pas de douceur. Seulement la certitude qu'il faudra tenir toute la journée avec ce maigre repas. Les rues de la ville sont étroites et bruyantes, bordées de maisons blanches aux toits plats. Les marchés sont animés dès l'aube, avec des marchands criant le prix des olives, du poisson ou du pain. Les artisans ouvrent leurs échoppes, potiers, forgerons, tisserands. Les odeurs se mélangent, herbes séchées, fumée des foyers, excréments d'animaux. Tout est à portée de main, mais rien n'est confortable. Vivre ici, c'est accepter une proximité constante avec les autres, une promiscuité qui rend chaque jour bruyant et fatigant. L'après-midi est une épreuve. Le soleil devient un ennemi implacable. Les maisons en torchis, censées offrir un abri, se transforment en fours. Beaucoup fuient la chaleur en travaillant tôt le matin ou tard le soir, mais le quotidien ne s'arrête pas. Il faut moudre le grain, aller chercher de l'eau, réparer les toits,
nourrir les animaux. Les hommes quittent souvent la maison pour la place du marché ou l'atelier, tandis que les femmes gèrent la maisonnée et les enfants. L'intérieur des habitations est sommaire. Quelques jarres pour stocker huile et céréales, des tapis au sol, une lampe à huile, parfois une chaise ou une table basse. Les murs sont décorés de fresques simples si la famille est aisée, sinon nus et blanchis à la chaux. À la tombée de la nuit, les ruelles s'assombrissent rapidement. Pas de lampadaire, seulement quelques torches ou lanternes à huile suspendues aux portes. Les familles se rassemblent autour d'un repas tout aussi simple que celui du matin. Potage de lentilles, pain d'orge, un peu de poisson séché ou des légumes grillés. Le repas est bref, car l'huile de lampe coûte cher, et on préfère se coucher tôt plutôt que gaspiller de précieuses ressources. La maison devient silencieuse, mais à l'extérieur, les cris des veilleurs de nuit et le bruit des animaux sauvages rappellent que la ville ne dort jamais vraiment. Vivre dans ce monde ancien, c'est survivre en permanence. Les journées sont dictées par le soleil, les saisons et le rythme des récoltes. Le confort moderne est inexistant. Pas de literie moelleuse, pas d'eau chaude, pas de chauffage central. Le luxe, c'est une jarre d'huile pleine, une amphore de vin ou un peu de miel. Chaque geste quotidien, s'habiller, manger, se laver, est un effort, une bataille contre la chaleur, la poussière et la rareté. Pourtant, malgré cette rudesse, il y a une forme d'ordre et de beauté. Les colonnes sculptées des temples, les mosaïques colorées des maisons riches, les statues qui ornent les places publiques et la vue du ciel étoilé, immense, sans aucune lumière, artificielle pour le ternir. Ici, tout est fait pour durer. Les maisons en pierre, les routes pavées, les amphores qui passent de génération en génération. Les enfants jouent dans les ruelles, apprenant très tôt les codes sociaux. Saluer les anciens, respecter les prêtres, éviter les soldats. Les marchés sont des carrefours de culture, où se croisent marins, commerçants étrangers et philosophes. La vie est rude, mais jamais immobile. Chaque jour, les nouvelles d'une guerre lointaine ou d'une décision politique agitent les conversations. Même dans les foyers modestes, on débat autour du feu. On parle des dieux, des saisons et du prix de l'orge. Et quand le sommeil arrive enfin, il est profond. Ton corps épuisé se couche sur le tapis rugueux. Tes muscles endoloris trouvent malgré tout un répit. Le silence de la nuit est seulement troublé par le cri d'un hibou ou le grincement d'une charrette tardive. Tu t'endors en sachant que demain sera identique, rythmé par le soleil, la poussière et le travail, mais aussi par une étrange sérénité. Ce monde, malgré sa dureté, est stable, prévisible, ancré dans des traditions millénaires. Le jour suivant commence avant même que la lumière ne perce l'horizon. Les coqs chantent, les ânes s'agitent, et les premiers artisans ouvrent déjà leurs ateliers. Le bruit des marteaux et des routes de charrettes résonne dans les ruelles étroites. La ville s'éveille dans une cacophonie familière. Des marchands installent leurs étals, des pêcheurs vendent le fruit de leur travail nocturne, et des enfants courent pieds nus, leur rire se mêlant aux cris des vendeurs. L'air du matin est plus frais, mais il porte déjà une odeur de fumée, de sel et de sueur. La vie urbaine est dense. Chaque rue est un théâtre. Chaque coin est un marché. La structure sociale est claire et rigide. En haut, les riches citoyens, propriétaires de terres, commerçants prospères ou notables influents. Ils vivent dans des maisons plus grandes, parfois à 2 étages, avec des cours intérieures décorées de mosaïques. Ces demeures disposent de pièces séparées pour manger, dormir, recevoir, et même parfois de bains privés. Mais ces privilèges ne concernent qu'une minorité. La majorité des habitants vit dans des maisons simples, souvent une seule pièce, où toute la famille dort, cuisine et mange ensemble. Les plus pauvres dorment à même le sol, parfois sous des auvents en tissu tendu. La société antique ne connaît pas l'égalité. Chaque habitant sait exactement quelle est sa place, et l'ordre est maintenu par des coutumes anciennes et des lois strictes. Les marchés sont le cœur battant de la cité. Là,
les nouvelles circulent plus vite que le vent. Les commerçants venus de contrées lointaines apportent des tissus, des épices, des objets d'art. Les étals débordent de fruits de saison, d'olives, de miel, mais tout est cher, réservé aux plus aisés. Pour le peuple, le marché est surtout un lieu d'échange. On vend des légumes cultivés dans les champs voisins, du poisson séché, des figues, du vin bon marché. Le troc reste courant. Une jarre d'huile contre une poignée de céréales. Un service rendu contre un morceau de viande. Chaque achat est une négociation. Chaque parole est une opportunité d'en apprendre plus sur les nouvelles du jour. Une guerre à l'horizon, un décret d'un magistrat, une rumeur sur une épidémie dans la ville voisine. Les temples dominent le paysage urbain. Leurs colonnes imposantes et leurs frontons sculptés rappellent à chaque citoyen que les dieux observent. On allume des encensoirs devant leurs statues, on dépose des offrandes de pain ou de vin. La religion imprègne tout. On ne part pas en voyage sans prier. On ne signe pas un accord commercial sans invoquer une divinité. Les prêtres ont une influence considérable et leur parole est souvent aussi respectée que celle des magistrats. Les fêtes religieuses rythment l'année. On y sacrifie des animaux. On organise des banquets, des processions, et la cité entière s'anime de chants et de danses. Ces célébrations sont des moments rares où riches et pauvres se mêlent, unis par une même foi et une même crainte des dieux. La politique, elle, appartient aux hommes libres. Sur l'agora, la place publique, des orateurs haranguent la foule, discutant de lois, d'impôts, de guerre. Les citoyens se rassemblent pour voter, débattre, juger. Les décisions ne sont pas prises derrière des portes closes, mais sous le regard de tous. Pourtant, ce pouvoir du peuple n'en est pas vraiment un. Femmes, esclaves et étrangers en sont exclus. La démocratie antique est réservée à une élite masculine, souvent issue des mêmes familles influentes. L'Assemblée peut exiler un homme trop ambitieux, destituer un chef militaire ou voter la construction d'un nouveau temple. Chaque citoyen est soldat en puissance. Le pouvoir politique et la force militaire vont de pair. La vie militaire est omniprésente. Les garçons, dès leur plus jeune âge, sont préparés à devenir soldats. On leur apprend à manier la lance, à marcher en formation, à obéir aux ordres. La discipline est stricte. Un citoyen digne de ce nom doit être prêt à défendre sa cité. Les guerres sont fréquentes, qu'il s'agisse de rivalités entre cités voisines, d'invasions étrangères ou de campagnes pour conquérir de nouvelles terres. Les soldats fournissent eux-mêmes leur équipement, ce qui creuse encore les inégalités sociales. Les plus riches portent des armures de bronze, des casques ornés, des boucliers solides. Les pauvres se contentent de simples protections en cuir et de lances rudimentaires. Sur le champ de bataille, le courage ne compense pas toujours le manque de moyens. Les trières, ces navires de guerre à 3 rangs de rameurs, sont la fierté de la cité. Des centaines d'hommes rament en cadence, au son d'un tambour, propulsant le navire vers l'ennemi. Les combats navals sont brutaux. Les coques se percutent, les grappins accrochent, et les soldats sautent à bord pour un combat au corps à corps. La mer est un champ de bataille aussi redoutable que la terre ferme, et chaque victoire est célébrée comme un triomphe divin. Les marins, épuisés, sont souvent des citoyens pauvres ou des esclaves affranchis dont le travail est indispensable mais rarement reconnu. La vie quotidienne des femmes est bien différente. Dans la majorité des cités, elles n'ont aucun droit politique, rarement accès à l'éducation, et passent la plupart de leur temps dans le gynécée, l'espace réservé aux femmes. Elles tissent, filent, préparent les repas, élèvent les enfants. Leur rôle est domestique et discret. Les mariages sont arrangés, souvent avec des hommes plus âgés, et les femmes deviennent épouses et mères bien avant d'être adultes. Pourtant, certaines exceptions existent. À Sparte, les femmes sont éduquées, entraînées physiquement et peuvent posséder des terres. Elles jouissent d'une liberté rare dans le monde antique, mais leur vie est dictée par une idéologie guerrière. Leur devoir est de donner naissance à des soldats robustes. L'esclavage
est la base invisible de cette société. Presque chaque foyer possède au moins un esclave, parfois un prisonnier de guerre, parfois un enfant né dans la servitude. Ils travaillent au champ, dans les mines, dans les ateliers ou comme domestiques. Certains sont instruits et deviennent secrétaires, précepteurs ou intendants. Mais tous restent des biens, vendus et achetés comme du bétail. Les mines d'argent, célèbres pour leur richesse, sont des lieux d'enfer où les esclaves vivent et meurent dans l'obscurité, leurs poumons noircis par la poussière. La prospérité de la cité repose sur leurs souffrances silencieuses. Les villes sont organisées avec soin. Des rues pavées mènent à des places, des temples, des marchés. Les maisons des riches sont alignées le long des artères principales, tandis que les habitations des pauvres forment un dédale de ruelles étroites et sombres. L'eau potable provient de fontaines publiques alimentées par des aqueducs rudimentaires, mais elle reste précieuse. Les égouts existent dans certaines villes, mais l'odeur persistante des déchets rappelle que l'hygiène est limitée. Les bains publics, lorsqu'ils sont accessibles, sont des lieux sociaux où l'on se lave, discute et négocie. Les enfants jouent dans les rues, souvent nus, et les chiens errants rôdent en quête de nourriture. Les journées sont épuisantes. Les paysans partent au champ avant l'aube. Les artisans martèlent, sculptent, tissent du matin au soir. Le travail est manuel, exigeant, et la richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns. Les philosophes et orateurs, respectés, débattent sur la nature de la justice ou l'origine de l'univers. Mais pour la majorité, la survie quotidienne laisse peu de temps à la contemplation. Pourtant, même les plus pauvres partagent une fierté collective. Leurs cités, ces temples, ces victoires militaires et ces fêtes où tout le monde danse sous les torches. À la nuit tombée, les rues s'assombrissent. Les gardes patrouillent, armés de torches et de lances, pour dissuader les voleurs. Les maisons se referment derrière des portes en bois massif. Le silence revient peu à peu, brisé par les cris des noctambules ou le hennissement d'un cheval. Les familles s'endorment, entassées sous des toits de tuiles, bercées par le vent qui s'engouffre dans les ruelles. La vie antique est rude, sans répit, mais elle est aussi riche d'échanges, d'art et de traditions. Chaque jour est une lutte pour le pain, mais aussi une immersion dans un monde où les dieux, la politique et la culture s'entrelacent à chaque instant. La chaleur de midi écrase la ville comme une couverture de plomb. Les ombres sont rares, les rues pavées renvoient la lumière, et chaque pas soulève une fine poussière dorée. Les artisans continuent de travailler malgré la chaleur, les mains tachées de suie ou de teinture, le visage brillant de sueur. Les forges résonnent du bruit des marteaux. Les potiers tournent inlassablement leurs roues, et les tisserands s'affairent dans leurs ateliers étroits. Le travail manuel est au cœur de cette civilisation. Chaque objet du quotidien est façonné à la main. Amphores, sandales, outils, tissus, tout passe par des heures de travail humain. Les marchés débordent de ces créations. Jarres décorées, bijoux en bronze, étoffes teintes à la main. Chaque objet a une valeur immense, non seulement pour son utilité, mais pour le temps qu'il a coûté. La campagne alentour est tout aussi vivante que la ville. Les champs s'étendent en terrasses sur les collines, couverts d'oliviers et de vignes. Les paysans travaillent du lever au coucher du soleil, penchés sur des sols secs et rocailleux. L'agriculture est difficile, dépendante des saisons et des caprices des dieux. Les récoltes insuffisantes signifient famine et misère, et les prières aux divinités de la fertilité sont fréquentes. L'huile d'olive est une richesse vitale, utilisée pour cuisiner, s'éclairer et s'enduire le corps. Le vin, produit localement, est consommé quotidiennement, toujours coupé d'eau. Le pain d'orge est la base de l'alimentation, complété par des légumes secs, des figues, du fromage et rarement de la viande. Les repas sont simples, mais le banquet reste un moment important dans la société. Chez les plus riches, on s'allonge sur des lits de banquet, on mange en discutant de politique ou de philosophie. Le vin coule, des musiciens jouent de la lyre et des esclaves servent les invités.
Les conversations peuvent durer toute la nuit, mêlant débats intellectuels et plaisanteries. Ces banquets sont réservés à une élite masculine. Les femmes respectables ne sont pas invitées, sauf dans des contextes familiaux. Pour le peuple, le repas est fonctionnel. On mange vite, assis par terre, avant de retourner travailler. Le théâtre est une autre grande passion de la cité. Les représentations ne sont pas seulement un divertissement. Elles sont des cérémonies religieuses, des leçons politiques et des expériences collectives. Les spectateurs affluent des campagnes et des villes voisines pour assister aux pièces dans de vastes théâtres en plein air. Les tragédies racontent des histoires de rois maudits, de héros punis par les dieux, de familles détruites par la fatalité. Les comédies, elles, tournent en ridicule les puissants, les philosophes et les travers du peuple. Le public est bruyant, réagit, commente. Les acteurs portent des masques exagérés et des cothurnes, de hautes sandales qui les rendent visibles même des gradins les plus éloignés. Assister à une pièce est un devoir civique. Les pièces transmettent des valeurs, rappellent l'importance des lois et évoquent les conséquences de l'orgueil et de la tyrannie. Les philosophes sont omniprésents dans cette société. Ils se réunissent sur les places, dans les gymnases ou les portiques ombragés. Leur présence est impossible à ignorer. Ils abordent les passants, posent des questions déstabilisantes, remettent en cause les croyances établies. Socrate, figure emblématique, est connu pour sa manière de mener des discussions interminables, réduisant ses interlocuteurs au silence ou à la confusion. Pour lui, questionner le monde est un devoir, et cette attitude le mènera finalement à être jugé et exécuté. Ses élèves, comme Platon, écrivent ses enseignements, fondant des écoles de pensée qui influencent encore notre monde. La philosophie n'est pas un luxe réservé à une élite, elle imprègne la vie publique. Même un simple citoyen connaît quelques noms de philosophes et peut citer leurs maximes. Mais cette culture intellectuelle repose sur un système profondément inégalitaire. Les femmes, les étrangers et surtout les esclaves n'ont aucun droit politique. Les esclaves sont la main-d'œuvre invisible qui construit les temples, entretient les routes, creuse les mines et sert les banquets. Certains deviennent érudits par nécessité, apprenant à lire pour gérer les affaires de leur maître, mais leur savoir ne leur donne pas la liberté. Les mines d'argent, célèbres pour leur richesse, sont des tombeaux pour des milliers d'esclaves. Ils travaillent dans l'obscurité, respirant des poussières toxiques, leur corps usé en quelques années seulement. L'économie florissante de la cité repose sur cette exploitation, acceptée par tous comme naturelle. La religion est omniprésente et elle se mêle à chaque aspect de la vie. Les dieux ne sont pas des figures lointaines, mais des acteurs actifs de la société. Ils peuvent bénir une récolte, punir une cité ou envoyer une épidémie. Les habitants vivent dans la crainte de leur colère et dans l'espoir de leur protection. Des statues d'Athéna, d'Apollon ou de Zeus ornent les places publiques et des temples majestueux surplombent les villes. Chaque voyage commence par une offrande. Chaque contrat est scellé par une prière. Chaque victoire militaire est célébrée par des sacrifices. Les fêtes religieuses rythment l'année. Processions, danses, représentations théâtrales, compétitions sportives. Le culte des dieux n'est pas seulement spirituel, il est politique. Les dirigeants financent temples et cérémonies pour afficher leur piété et renforcer leur prestige. Le sport est une partie intégrante de cette culture. Les gymnases ne sont pas seulement des lieux d'entraînement, mais aussi de discussions philosophiques et de rencontres politiques. Les Jeux olympiques, organisés en l'honneur de Zeus, attirent des athlètes de toute la Grèce. Ces compétitions sont un moment de trêve sacré. Les cités ennemies cessent leur guerre pour permettre aux athlètes de concourir. Les vainqueurs deviennent des héros, célébrés dans des poèmes, leurs statues érigées dans les sanctuaires. Mais derrière la gloire des Jeux se cache une discipline rude. Les athlètes s'entraînent quotidiennement, souvent nus, enduits d'huile d'olive, dans une atmosphère où la beauté du corps est vénérée autant que ses performances. La médecine, quant à elle,
est à la fois avancée et primitive. Les médecins croient que la santé dépend de l'équilibre entre 4 humeurs: le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Chaque déséquilibre provoque des maladies et les traitements sont souvent étranges: saignées, régime strict, décoction d'herbes. Les chirurgies existent, mais elles sont rares et dangereuses, réalisées sans anesthésie. Les prêtres guérisseurs ont autant d'autorité que les médecins. Ils prescrivent des incantations, des amulettes et des prières pour apaiser les esprits malveillants supposés causer la maladie. Malgré leurs limites, ces pratiques permettent parfois de soigner des infections avec du miel ou du pain moisi, des méthodes que la science moderne reconnaît aujourd'hui pour leurs propriétés antiseptiques. La mort est une compagne constante. L'espérance de vie est courte, souvent autour de 30 ans pour les hommes et encore moins pour les femmes en raison des dangers de l'accouchement. Les enfants meurent souvent avant l'âge adulte et la moindre blessure peut devenir fatale. Pourtant, la mort est entourée de rituels précis. Les corps sont lavés, parfumés et enveloppés dans des draps avant d'être enterrés ou brûlés sur un bûcher funéraire. Les familles placent une pièce dans la bouche du défunt, destinée à payer Charon, le passeur des enfers. Les tombes sont souvent simples, mais les plus riches se font ériger des stèles sculptées représentant des scènes de la vie du défunt. Les vivants honorent leurs morts à travers des fêtes commémoratives, car oublier un ancêtre, c'est risquer de perdre sa protection dans l'au-delà. Les soirées sont animées dans les grandes cités. Les riches organisent des banquets, les théâtres accueillent des représentations, et les places publiques se remplissent de discussions passionnées. Mais la nuit reste dangereuse. Les voleurs rôdent et les gardes patrouillent en petit nombre, armés de torches et de bâtons. Les maisons modestes ferment leurs portes avec des barres de bois. Dans les quartiers pauvres, les incendies sont fréquents, provoqués par une lampe renversée ou un brasero mal surveillé. Les habitants vivent dans une vigilance constante, conscients que leur sécurité repose davantage sur leur communauté que sur des autorités distantes. Pourtant, au milieu de cette rudesse, il existe une culture raffinée. La sculpture, l'architecture, la poésie et la philosophie atteignent des sommets. Les temples aux colonnes parfaites, les statues aux proportions idéales, les tragédies qui émeuvent des foules entières témoignent d'une civilisation où l'art est au cœur de la vie. Chaque marché, chaque place publique est une galerie à ciel ouvert. La beauté est perçue comme une manifestation du divin, et l'harmonie des proportions reflète l'ordre du cosmos. Cette passion pour l'art et la pensée contraste avec la dureté du quotidien, offrant aux habitants une vision plus vaste du monde. Les routes qui relient les cités sont des artères vitales pour le commerce et les armées. Ce sont souvent des chemins de terre ou de pierres grossièrement taillées, bordés de fossés pour évacuer l'eau de pluie. Voyager est un défi. Les charrettes grincent sur des sols inégaux. Les voyageurs dorment souvent à la belle étoile et les auberges sont rares et rudimentaires. Pourtant, ces routes permettent à des marchandises venues de contrées lointaines d'atteindre les marchés locaux. Vins d'Italie, parfums d'Orient, or d'Égypte, étoffes fines d'Asie mineure. Les marchands parcourent des centaines de kilomètres avec leurs caravanes, exposés aux bandits et aux intempéries. Mais leur commerce fait battre le cœur de l'économie antique. La monnaie circule abondamment dans les grandes cités. Les pièces frappées portent les visages des dirigeants ou des symboles religieux, affirmant le prestige des cités-États. Mais les échanges reposent encore beaucoup sur le troc, surtout dans les campagnes. Les paysans paient leurs impôts en sacs de grains ou en amphores d'huile. Les taxes sont omniprésentes sur les marchés, les ports, les routes. Les cités les plus puissantes utilisent ces revenus pour financer des temples monumentaux, des théâtres, des gymnases et des navires de guerre. Ces constructions ne sont pas seulement des signes de richesse, mais des symboles politiques affichant la puissance d'une ville et sa faveur divine. Les ports jouent un rôle central. Les navires à voile et à rames transportent marchandises et passagers d'une côte à l'autre de la Méditerranée. Les quais sont animés jour et nuit, esclaves déchargeant des amphores, scribes enregistrant les cargaisons,
marchant criant leur prix dans des dizaines de langues. La mer est à la fois une bénédiction et une menace. Elle relie les cités, mais elle les expose aussi aux pirates et aux flottes ennemies. Chaque cité côtière dépend de son port, et perdre cet accès serait une catastrophe économique et militaire. La sécurité est un souci constant. Les cités se protègent avec des murs massifs, des tours de guet, des garnisons permanentes. Les portes sont fermées la nuit et les campagnes environnantes sont surveillées par des patrouilles. Malgré ces précautions, les raids ennemis ou les pillages restent fréquents, en particulier pour les villages isolés. La guerre est perçue comme un état normal du monde, une sorte de cycle inévitable. Les alliances changent rapidement et un voisin d'hier peut devenir l'ennemi de demain. Les citoyens, entraînés à manier les armes, savent que leur vie peut basculer à tout moment. Les enfants grandissent dans cet univers rude dès leur plus jeune âge. Les garçons apprennent tôt à chasser, à manier des armes en bois, à mémoriser les lois et les récits héroïques. L'éducation n'est pas un luxe pour les riches seulement, mais elle est inégale. Les fils des citoyens libres fréquentent les écoles où ils étudient la lecture, l'écriture, les mathématiques et la rhétorique, tandis que les enfants des artisans apprennent surtout le métier familial. Les filles, quant à elles, restent à la maison, formées par leur mère aux tâches domestiques et aux traditions religieuses. Dans certaines cités, comme Sparte, les filles reçoivent un entraînement physique intensif, courant, lançant le disque, apprenant à se défendre, car une femme forte est considérée comme essentielle pour donner naissance à de futurs guerriers. La culture du corps est omniprésente. Les gymnases et palais de sport sont des lieux de vie sociale, où les jeunes hommes s'entraînent nus, enduits d'huile, discutant politique et philosophie en parallèle de leurs exercices. La beauté physique est perçue comme une qualité morale. Un corps harmonieux reflète une âme équilibrée. Les compétitions sportives renforcent ce culte du corps. Les Jeux olympiques ne sont pas seulement des épreuves physiques, mais aussi des événements religieux où les athlètes consacrent leur victoire aux dieux. La gloire d'un vainqueur est immortalisée dans des poèmes et des statues. Dans ce monde antique, le savoir circule principalement par la parole. Les poètes, les conteurs et les philosophes sont les gardiens de la mémoire collective. Les épopées, comme celle d'Homère, sont récitées devant des foules, transmettant des récits de héros et de dieux, mais aussi des leçons morales. La lecture est une compétence réservée à une minorité, mais l'oralité compense cette limite. Les histoires et les enseignements voyagent de bouche à oreille, franchissant les frontières des cités et des cultures. Les philosophes créent des écoles où l'on débat de logique, de morale, de politique, de science, et ces discussions influencent profondément les générations futures. Les sciences émergent lentement, nourries par l'observation. Les astronomes scrutent le ciel à l'œil nu, cartographiant les constellations et cherchant à comprendre le mouvement des astres. Les médecins étudient le corps humain avec les moyens du bord, disséquant des animaux pour deviner l'anatomie humaine. Les mathématiciens développent des théorèmes encore enseignés aujourd'hui, et les architectes conçoivent des bâtiments d'une perfection qui défie le temps. Chaque découverte est liée à une vision spirituelle. Comprendre le monde, c'est aussi percer les mystères des dieux. La religion elle-même est complexe. Les dieux ne sont pas seulement adorés, ils sont craints. Chacun a son domaine. Poséidon peut engloutir une flotte entière si on néglige ses offrandes. Athéna protège les cités qui honorent son intelligence stratégique. Dionysos inspire la fête et la folie. Les mythes servent à expliquer tout ce que la science ne peut pas encore élucider. Les éclairs, les épidémies, les tremblements de terre. Les temples sont des chefs-d'œuvre architecturaux, mais aussi des lieux vivants où les prêtres accomplissent des sacrifices, où les citoyens viennent chercher des oracles. Ces prophéties, souvent énigmatiques, influencent les décisions politiques et militaires. Les oracles sont redoutés autant que respectés. Les dirigeants n'osent lancer une campagne militaire sans consulter un sanctuaire. Le plus célèbre, celui de Delphes,
attire des pèlerins de tout le monde grec. Les prêtresses, inspirées par des vapeurs mystérieuses, délivrent des messages ambigus, interprétés par les prêtres. Ces prophéties façonnent l'histoire. Un mot mal compris peut mener à une guerre. Une phrase énigmatique peut changer le destin d'une cité. La mer Méditerranée est au cœur de tout. Elle relie les peuples, mais elle est aussi un champ de bataille. Les navires de commerce transportent vin, huile, blé, marbre et même des esclaves. Les pirates sont une menace constante et les cités investissent beaucoup dans la construction de flottes puissantes. Les marins vivent dans des conditions difficiles, dormant sur le pont, mangeant des rations de poissons séchés et de pain dur, toujours à la merci des tempêtes. Les ports sont des lieux cosmopolites, où l'on entend des dizaines de langues et où les marchandises exotiques émerveillent les habitants. La vie domestique est à la fois simple et complexe. Les maisons des riches comportent des mosaïques colorées représentant des scènes mythologiques, des fresques élégantes, des meubles en bois sculptés. Celles des pauvres se réduisent souvent à une seule pièce avec un foyer central. La cuisine est rudimentaire. Un brasero, des pots en terre cuite, des ustensiles de fer ou de bronze. Les repas sont cuisinés avec les ressources disponibles. Légumes secs, herbes aromatiques, huile d'olive. La viande est rare, consommée lors des fêtes religieuses, où les animaux sacrifiés sont partagés entre prêtres et citoyens. Les enfants jouent dans les ruelles, leurs jeux reflétant le monde des adultes, courses, combats simulés, jeux de stratégie avec des cailloux et des bâtons. L'éducation est un privilège, mais elle reste une fierté collective. Une cité prospère forme ses enfants à devenir des citoyens cultivés et disciplinés. Les jeunes garçons apprennent à lire, à compter, mais surtout à parler en public. L'art oratoire est essentiel dans une démocratie où tout citoyen doit défendre ses idées devant l'Assemblée. Les filles, même dans les familles aisées, reçoivent rarement une éducation formelle, car leur rôle est centré sur le foyer. Les arts prospèrent malgré les difficultés. Les sculpteurs taillent des statues grandeur nature dans le marbre, cherchant l'harmonie parfaite des proportions. Les peintres décorent les céramiques de scènes mythologiques ou de la vie quotidienne. Les poètes composent des hymnes aux dieux, des chants guerriers, des élégies amoureuses. L'art est partout, même dans les objets utilitaires. Une amphore destinée à transporter du vin est souvent une œuvre d'art. Cette omniprésence de la beauté donne aux habitants un sentiment d'appartenance à un monde façonné par les dieux. Et pourtant, ce monde est fragile. Une guerre peut réduire une cité prospère en ruine. Une épidémie peut décimer sa population. Les tremblements de terre, fréquents, détruisent temples et maisons en quelques secondes. Chaque génération vit avec la conscience de cette précarité. C'est peut-être pour cela que les habitants investissent autant dans les arts, la religion et les fêtes. Chaque moment de joie est précieux. Chaque construction monumentale est une tentative de défier le temps et la mort. La nuit tombe à nouveau sur la cité. Les torches éclairent les places, les ombres des statues s'allongent et le vent porte les sons des banquets, des prières et des chansons. La ville semble à la fois éternelle et éphémère. Les habitants s'endorment avec la certitude que demain sera identique à aujourd'hui. Le même soleil implacable, les mêmes rues poussiéreuses, les mêmes querelles politiques, mais aussi la même fierté de vivre dans un monde où l'histoire s'écrit chaque jour. Les campagnes environnantes sont l'épine dorsale de cette civilisation. Loin des villes animées, les villages vivent au rythme des saisons. Les champs sont labourés avec des charrues rudimentaires tirées par des bœufs ou des mules. Les paysans travaillent, du lever au coucher du soleil, leurs mains durcies par les outils, leur corps tanné par le soleil. La vie rurale est austère, mais indispensable. Les cités ne pourraient pas survivre sans ces récoltes de blé, d'orge, d'olives et de raisins. Les fermes sont simples, construites en torchis et bois, avec un toit de chaume ou de tuiles. Une cour intérieure abrite souvent quelques chèvres, des poules et un âne.
Chaque élément de la ferme est utilisé. La laine est filée, le lait transformé en fromage, les déchets recyclés comme engrais. La société repose sur une hiérarchie stricte. Les aristocrates possèdent les meilleures terres et peuvent non se permettre de déléguer le travail aux esclaves ou aux métayers. Les petits paysans survivent en cultivant de minuscules parcelles, souvent sur des terrains accidentés. Ils dépendent du climat et des taxes qui peuvent les ruiner après une mauvaise récolte. Pourtant, même dans cette pauvreté, les paysans restent attachés à leurs terres et à leurs traditions. Les fêtes agricoles, comme les vendanges ou les moissons, sont des moments sacrés, accompagnés de chants, de danses et de sacrifices aux divinités de la fertilité. La religion imprègne chaque geste. Labourer la terre, planter une graine, récolter une olive sont autant d'actes accompagnés de prières. Le commerce entre ville et campagne est vital. Les caravanes d'ânes et de mules transportent le grain et l'huile vers les marchés, tandis que les artisans des cités envoient à moi des poteries, des tissus et des outils dans les villages. Les échanges ne sont pas toujours équitables. Les villes imposent des taxes, fixent les prix, et les paysans restent souvent endettés. Mais ce réseau d'échanges maintient une interdépendance. Les citadins ont besoin des récoltes, les ruraux des objets manufacturés et de la protection des murailles. Les murailles des cités sont impressionnantes. Construites en pierre massive, parfois sur plusieurs mètres d'épaisseur, elles incarnent la puissance et la sécurité. Les tours de guet ponctuent les fortifications, offrant une vue sur les routes et les plaines environnantes. Les portes de la ville sont des points stratégiques. Elles servent de lieu de contrôle, de taxation et parfois de marché improvisé. Les gardes veillent jour et nuit, et le simple fait de passer ces portes rappelle la distinction entre le monde urbain et le monde extérieur, perçu comme dangereux. La guerre, omniprésente, influence tous les aspects de la vie. Les cités-États entretiennent des armées de citoyens soldats, mais aussi des mercenaires recrutés parmi des peuples étrangers. Chaque homme libre est appelé à servir. L'entraînement est sévère. On apprend à marcher en formation, à utiliser une lance, à manier un bouclier. Les batailles sont brutales, menées en phalange, où chaque soldat dépend du bouclier de son voisin. Le courage est une vertu suprême, mais il ne protège pas des blessures ou de la mort. Les campagnes militaires peuvent durer des mois, voire des années, et ramener des richesses autant que des tragédies. Les vainqueurs rapportent des butins, des esclaves et des terres. Les vaincus voient leurs villes détruites, leurs temples pillés, leurs habitants réduits en servitude. Les héros militaires sont célébrés comme des demi-dieux. Leurs exploits sont chantés par les poètes, gravés sur des stèles et représentés sur des fresques. Mais derrière ces légendes se cachent des milliers d'anonymes, morts dans l'ombre des batailles. Les familles portent le deuil avec dignité, organisant des rites funéraires complexes pour apaiser les âmes des défunts. Les cimetières, situés en dehors des murailles, sont des lieux sacrés où les tombes racontent l'histoire des familles et des cités. Les cités les plus prospères rivalisent d'architecture. Les temples colossaux, aux colonnes parfaitement proportionnées, témoignent de la maîtrise technique et artistique de leurs bâtisseurs. Les théâtres, creusés dans des collines, peuvent accueillir des milliers de spectateurs, leurs gradins offrant une acoustique remarquable. Les stades, dédiés aux compétitions sportives, sont le théâtre de fêtes grandioses. Ces constructions impressionnent autant les habitants que les voyageurs étrangers, qui voient dans ces monuments la preuve de la supériorité culturelle des cités grecques. Les marchés, toujours bruyants, reflètent la diversité du monde antique. Des marchands venus d'Égypte, de Phénicie ou de Perse vendent des produits exotiques, épices parfumées, étoffes précieuses, bijoux d'or. Les habitants découvrent ainsi des cultures lointaines, intégrant des éléments étrangers dans leur quotidien. Cette ouverture au commerce et aux idées étrangères façonne une civilisation cosmopolite, où les innovations circulent rapidement. La philosophie se développe dans cet environnement dynamique. Les penseurs questionnent tout, les dieux, les lois, la nature du bien et du mal. Des écoles rivales émergent, chacune prônant sa vision du monde.
Les stoïciens prêchent la maîtrise de soi. Les épicuriens cherchent la sérénité dans le plaisir modéré. Tandis que les platoniciens explorent l'idée d'un monde idéal au-delà de la réalité visible. Ces débats intellectuels influencent la politique, l'éducation et même l'art, donnant naissance à une culture où la réflexion est aussi importante que la force militaire. Les bibliothèques apparaissent dans certaines cités riches, abritant des rouleaux de papyrus importés d'Égypte. Ces trésors de savoir contiennent des œuvres de philosophie, de médecine, de mathématiques et d'histoire. Lire et écrire restent des privilèges, mais l'élite investit dans la préservation du savoir. Les scribes et copistes travaillent à la main, recopiant des textes pendant des mois pour transmettre les connaissances aux générations futures. La médecine progresse grâce à l'observation. Les médecins grecs, comme Hippocrate, commencent à rejeter l'idée que les maladies sont causées par des esprits malveillants. Ils cherchent des explications rationnelles et des traitements adaptés. Les herbes médicinales, les régimes alimentaires et les saignées restent les principales méthodes. Mais l'idée que le corps fonctionne selon des lois naturelles marque un tournant. Les sanctuaires dédiés à Asclépios, dieu de la médecine, accueillent des malades qui viennent chercher des guérisons miraculeuses, combinant science et foi. La religion est omniprésente et complexe. Chaque maison possède un autel domestique, où l'on dépose des offrandes quotidiennes aux divinités protectrices. Les fêtes religieuses rythment le calendrier, offrant des moments de répit et de cohésion sociale. Les sacrifices d'animaux, les processions solennelles, les concours sportifs ou artistiques organisés en l'honneur des dieux font partie intégrante de la vie publique. Les citoyens participent activement à ces cérémonies, convaincus que leur prospérité dépend du respect des traditions religieuses. La mer est à la fois une voie de commerce et une menace. Les navires marchands sillonnent la Méditerranée, mais les tempêtes et les pirates rendent chaque voyage périlleux. Les marins naviguent à vue, suivant les étoiles et les courants, et vivent dans des conditions précaires. Les ports sont des carrefours culturels où se côtoient des peuples de toutes origines, échangeant des marchandises, mais aussi des idées. Cette interaction constante favorise une ouverture intellectuelle unique. Les innovations venues de Mésopotamie, d'Égypte ou d'Inde se diffusent rapidement, enrichissant la science et la philosophie grecque. La justice est une affaire publique. Les procès se déroulent sur les places, devant des assemblées de citoyens. Les accusés se défendent eux-mêmes ou engagent des orateurs pour plaider leur cause. Les verdicts sont rendus à main levée, reflétant la démocratie directe de certaines cités. Mais ce système n'est pas exempt de manipulation. La rhétorique et l'influence sociale jouent souvent un rôle plus important que la vérité. La vie quotidienne, malgré sa rudesse, est profondément communautaire. Les habitants dépendent les uns des autres pour leur sécurité, leur subsistance et leurs loisirs. Les relations de voisinage sont fortes. On partage la nourriture, on s'entraide lors des travaux, on célèbre ensemble les mariages et les naissances. Cette solidarité est essentielle dans un monde où les catastrophes naturelles, les guerres et les épidémies sont des menaces constantes. Le soir, les places se vident peu à peu. Les artisans rangent leurs outils, les marchands couvrent leurs étals, et les familles se rassemblent autour de modestes repas. Les lampes à huile éclairent faiblement les rues, projetant des ombres mouvantes sur les murs blanchis à la chaux. Les conversations se font plus calmes, et la ville s'endort lentement sous le regard silencieux des statues des dieux. L'éducation occupe une place particulière dans ce monde ancien. Dans les cités les plus développées, les garçons issus de familles aisées fréquentent des écoles où ils apprennent à lire, écrire, compter et surtout à parler en public. L'art oratoire est une compétence essentielle. Un citoyen accompli doit pouvoir défendre ses idées devant l'assemblée et convaincre ses pairs. Les enseignants, souvent des philosophes ou des rhéteurs respectés, transmettent des connaissances variées: mathématiques, musique, poésie, géométrie et astronomie. La mémoire est exercée quotidiennement. Les élèves récitent des poèmes entiers, des discours célèbres et des lois.
La punition corporelle est monnaie courante pour maintenir la discipline. Et les enfants apprennent tôt la rigueur et le respect de leur maître. Pour les filles, le destin est différent. L'éducation formelle leur est rarement accessible, sauf dans quelques cités comme Sparte, où elles bénéficient d'un entraînement physique poussé et d'une instruction de base. Ailleurs, elles apprennent à la maison à gérer un foyer, à filer et à tisser, à cuisiner, à honorer les dieux et à devenir de bonnes épouses et mères. Les femmes n'ont pas de rôle politique, mais elles sont les gardiennes des traditions religieuses et domestiques. Leur influence discrète s'exerce au sein du foyer et à travers l'éducation des enfants, qui apprennent d'elles les coutumes et les valeurs ancestrales. La religion imprègne chaque aspect de la vie. Les temples imposants et majestueux dominent les cités et rappellent en permanence aux habitants que les dieux surveillent leurs actions. Chaque maison possède un autel domestique où sont déposées des offrandes quotidiennes. Un morceau de pain, quelques gouttes de vin, de l'huile d'olive. Les dieux sont perçus comme des figures puissantes et capricieuses. On les honore pour obtenir leur protection, mais aussi pour éviter leur colère. Les fêtes religieuses sont des événements majeurs, mêlant cérémonies solennelles et réjouissances populaires. Les sacrifices d'animaux, souvent des chèvres ou des taureaux, sont accompagnés de prières et de chants. Après le rituel, la viande est partagée entre les participants, renforçant les liens communautaires. Les oracles jouent un rôle fondamental dans la prise de décision. Le sanctuaire de Delphes, dédié à Apollon, est le plus célèbre. Des pèlerins viennent de tout le monde grec pour consulter la Pythie, prêtresse inspirée par le dieu. Ses réponses, énigmatiques et souvent ambiguës, influencent le cours de l'histoire. Avant une guerre, une expédition maritime ou une réforme politique, on consulte l'oracle. Même les plus puissants rois respectent ces traditions, convaincus que le destin des cités dépend du bon vouloir des dieux. Cette croyance forge une société où la religion et la politique sont indissociables. L'architecture reflète ce mélange de spiritualité et de puissance. Les temples sont conçus selon des proportions mathématiques précises, incarnant une harmonie censée refléter l'ordre divin. Les colonnes doriques, ioniques ou corinthiennes témoignent d'un souci esthétique exceptionnel. Les théâtres en plein air, taillés dans les collines, exploitent les lois de l'acoustique naturelle. Même assis aux gradins les plus élevés, un spectateur peut entendre distinctement chaque mot des acteurs. Les stades, où se déroulent les compétitions sportives, sont de véritables prouesses techniques. Ces constructions impressionnent les voyageurs étrangers, renforçant l'idée que la civilisation grecque est un modèle de raffinement et de grandeur. La philosophie est au cœur de cette culture. Des figures comme Socrate, Platon et Aristote bouleversent la manière de penser. Les débats philosophiques ne se déroulent pas uniquement dans des écoles prestigieuses, mais aussi sur les places publiques, les portiques et les gymnases. On y discute de morale, de politique, de science et de métaphysique. Ces échanges façonnent une société où l'intelligence est une arme aussi puissante que l'épée. Les écoles philosophiques deviennent des centres d'influence. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi. L'épicurisme prône la recherche du bonheur à travers le plaisir simple. Le platonisme explore l'idée d'un monde idéal au-delà de la réalité, visible. Ces idées se diffusent dans toute la Méditerranée et inspirent des générations de penseurs. La science progresse grâce à l'observation et à l'expérimentation. Les astronomes cartographient les étoiles et tentent de comprendre le mouvement des planètes. Les mathématiciens posent que des bases encore utilisées aujourd'hui. Pythagore, Euclide, Archimède sont des noms qui traversent les siècles. Les médecins, influencés par Hippocrate, commencent à considérer la maladie comme un phénomène naturel plutôt que surnaturel. Ils étudient les symptômes, observent le corps humain et tentent de trouver des traitements rationnels. La dissection d'animaux est courante pour mieux comprendre l'anatomie. Les avancées médicales restent limitées, mais elles ouvrent la voie à une approche scientifique de la santé. La vie politique est animée et complexe. Dans certaines cités,
Comme Athènes, la démocratie permet aux citoyens de participer directement aux décisions. Les assemblées publiques réunissent des centaines d'hommes qui débattent des lois, votent des impôts et décident de la guerre ou de la paix. Mais cette démocratie est loin d'être universelle. Seuls les hommes libres nés de parents citoyens peuvent participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers en sont exclus. Les orateurs, grâce à leur talent pour la rhétorique, exercent une influence considérable. La parole est une arme. Elle peut convaincre une assemblée entière ou détruire la réputation d'un adversaire. Les relations entre cités sont souvent tendues. Les alliances se forment et se défont rapidement, et les conflits sont fréquents. La guerre du Péloponnèse, qui oppose Athènes à Sparte, illustre la fragilité des équilibres politiques. Pendant des décennies, les cités grecques se livrent à des batailles sanglantes, ruinant leurs économies et affaiblissant leur influence. Ces conflits internes ouvrent la voie à des puissances étrangères, comme la Macédoine de Philippe II et d'Alexandre le Grand, qui finiront par dominer la Grèce. Malgré les guerres, la culture grecque se diffuse largement. Les conquêtes d'Alexandre créent un immense empire où la langue et les traditions grecques s'imposent. Les villes fondées par le conquérant deviennent des centres culturels et scientifiques, attirant des savants venus de tout le monde connu. Alexandrie, en Égypte, abrite une bibliothèque gigantesque, symbole du savoir accumulé par des siècles de découvertes. Cette diffusion culturelle marque le début de l'hellénisme, une période où la pensée grecque influence profondément les civilisations méditerranéennes et asiatiques. Dans ce contexte, l'esclavage reste un pilier économique. Les esclaves, prisonniers de guerre ou victimes du commerce, constituent une main-d'œuvre essentielle. Ils travaillent dans les mines, les champs, les ateliers, mais aussi comme domestiques ou enseignants. Certains esclaves éduqués deviennent des précepteurs, contribuant à former l'élite des cités. Malgré leur rôle crucial, ils sont considérés comme des biens privés de droits. Les révoltes sont rares, car elles sont écrasées avec brutalité. Cette dépendance à l'esclavage illustre les contradictions d'une civilisation qui célèbre la liberté et la démocratie, tout en reposant sur la servitude. Les banquets, réservés aux élites, reflètent cette société inégalitaire. Les convives s'allongent sur des lits, dégustent du vin mélangé à de l'eau, mangent des plats raffinés préparés par des esclaves. Ces repas ne sont pas seulement des occasions de festoyer, ce sont des lieux de débat philosophique et politique où les alliances se forgent autour d'une coupe de vin. La musique et la poésie accompagnent ces soirées et les convives assistent parfois à des représentations théâtrales privées. La mer, encore une fois, est essentielle. Les navires de commerce relient les cités grecques à l'Égypte, à la Perse, à l'Italie et au-delà. Les échanges de marchandises favorisent la circulation des idées. Les cartes nautiques restent rudimentaires et les navigateurs se fient aux étoiles et au vent. Les ports grouillent d'activités, mélangeant culture, langue et tradition. Ces échanges contribuent à l'essor économique et à l'enrichissement culturel de la Grèce antique. Chaque détail de cette civilisation témoigne d'un équilibre fragile entre grandeur et précarité. Les temples majestueux côtoient des ruelles étroites où vivent les pauvres. Les discours des philosophes se mêlent aux cris des marchands, et les triomphes militaires cachent des souffrances innombrables. Pourtant, malgré ces contradictions, cette société a façonné l'histoire du monde, posant les bases de la philosophie, de la science, de l'art et de la politique qui nous influencent encore aujourd'hui. Les cités antiques ne sont pas seulement des centres de culture et de politique, ce sont aussi des lieux où les tensions sociales sont palpables. La richesse se concentre entre les mains de quelques familles aristocratiques, tandis que la majorité de la population vit modestement. Les artisans, les paysans et les commerçants forment la base de l'économie, mais ils n'ont que peu de poids politique. Les réformes sociales, lorsqu'elles apparaissent, provoquent souvent des conflits. À Athènes, par exemple, les réformes de Solon cherchent à limiter les abus des plus riches et à donner davantage de droits aux classes populaires. Ces changements marquent une étape importante dans l'évolution de la démocratie.
mais ils n'effacent pas les inégalités profondes. Les campagnes politiques se déroulent sur l'agora, la place publique, véritable cœur battant de la cité. Ici, les citoyens débattent, échangent des idées, assistent au discours des orateurs. L'agora est aussi un lieu commercial, où les échoppes côtoient les tribunes politiques. On y trouve des philosophes qui interrogent les passants, des scribes qui rédigent des contrats, des juges qui rendent des sentences. C'est un espace vivant, bruyant, où se croisent toutes les classes sociales. L'agora symbolise cette fusion unique entre politique, économie et culture qui définit le monde grec. Les Jeux sportifs, organisés en l'honneur des dieux, sont des événements spectaculaires qui rassemblent des milliers de spectateurs. Les Jeux olympiques, célébrés à Olympie tous les 4 ans, sont les plus célèbres. Les athlètes, souvent issus de familles aisées, s'entraînent des années pour concourir dans des disciplines variées. La course, le lancer de disque, la lutte, le pancrace, un mélange brutal de boxe et de lutte. La victoire apporte la gloire éternelle, et les champions deviennent des figures publiques célébrées dans des poèmes et des statues. Ces compétitions sont aussi des moments de paix. Une trêve sacrée interdit toute guerre pendant la durée des Jeux, offrant aux cités rivales un rare moment de répit. L'art occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Les statues, fresques et mosaïques ornent les temples, les maisons et les espaces publics. Les artistes cherchent à représenter le corps humain avec une précision et une harmonie inégalées. La beauté est perçue comme un reflet de l'ordre divin. Les sculpteurs étudient l'anatomie pour créer des figures idéales, tandis que les architectes développent des techniques avancées pour construire des temples aux proportions parfaites. L'art n'est pas réservé à une élite. Même les objets du quotidien, comme les vases ou les lampes à huile, sont décorés avec soin, reflétant un goût universel pour l'esthétique. Le théâtre est un autre pilier culturel. Les représentations, souvent financées par des mécènes riches, sont gratuites pour les citoyens. Les tragédies d'Échille, Sophocle et Euripide explorent des thèmes universels. Le destin, la justice, la vengeance, la relation entre les hommes et les dieux. Les comédies d'Aristophane, plus légères mais tout aussi profondes, se moquent des politiciens, des philosophes et des travers humains. Le théâtre est un lieu d'éducation autant que de divertissement. Les spectateurs y apprennent des leçons morales et politiques, et les pièces influencent donc parfois les débats publics. Les sanctuaires sont des centres religieux, mais aussi économiques. Delphes, Épidore, Olympie attirent des pèlerins de tout le monde grec. Ces sanctuaires abritent des trésors, des statues en or et en ivoire, des offrandes somptueuses offertes par des cités entières. Les oracles et guérisseurs renforcent leur influence. Ces lieux sacrés sont aussi des carrefours commerciaux. Les pèlerins dépensent leur argent pour se loger, manger et acheter des souvenirs, créant une économie parallèle. La religion, loin d'être seulement spirituelle, est une institution puissante qui régit une grande partie de la vie publique. Les banquets privés reflètent les hiérarchies sociales. Les convives s'allongent sur des clinets, des lits de banquets, et mangent en discutant de philosophie, de politique ou d'affaires. Les esclaves circulent silencieusement, servant des plats variés, poissons grillés, fromage, olives, fruits secs, pain parfumé aux herbes. Le vin, toujours mélangé à de l'eau, est bu avec modération lors des premières parties du repas, avant de laisser place à des discussions animées et parfois à l'ivresse. Ces banquets, appelés symposions, sont des lieux de transmission culturelle. Poètes et musiciens y présentent leurs œuvres, et les convives débattent des idées les plus profondes de leur époque. La médecine progresse lentement mais sûrement. Hippocrate et ses disciples établissent des principes fondamentaux. Observer le patient, comprendre ses symptômes, chercher des causes naturelles aux maladies. Les médecins prescrivent des régimes alimentaires spécifiques, des exercices physiques et des remèdes à base de plantes. Certains traitements semblent étranges aujourd'hui, comme les saignées ou les purges, mais ils témoignent d'une volonté de rationaliser la médecine. Les sanctuaires d'Asclépios
complète cette approche en offrant des soins spirituels. Les malades y dorment dans des dortoirs sacrés, espérant recevoir en rêve un message du Dieu guérisseur. L'astronomie et les mathématiques connaissent également un essor remarquable. Les savants observent le ciel et découvrent des régularités dans les mouvements des astres. Ils inventent des instruments pour mesurer le temps et l'espace. Les mathématiciens développent des théorèmes qui poseront les bases de la science moderne. Archimède, par exemple, explore les lois de la mécanique et de l'hydrostatique, concevant des machines simples mais ingénieuses. Ces avancées témoignent d'une soif insatiable de comprendre le monde, mêlant science, philosophie et spiritualité. Malgré ces progrès, la vie reste précaire. Les épidémies frappent régulièrement, parfois avec une brutalité dévastatrice. La peste d'Athènes, survenue pendant la guerre du Péloponnèse, tue des milliers de personnes, y compris le stratège Périclès. Les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, rappellent la fragilité des cités. Les habitants vivent avec une conscience aiguë de la mort, ce qui renforce leur attachement aux rituels religieux et aux traditions. La mer, omniprésente, relie le monde grec à des cultures lointaines. Les marchands phéniciens apportent des alphabets et des techniques de navigation. Les Égyptiens partagent leurs connaissances en médecine et en mathématiques. Les Perses influencent l'art et l'architecture. Cet échange constant d'idées et de technologies façonne une civilisation ouverte, capable d'intégrer des influences étrangères, tout en préservant son identité. Les enfants grandissent dans cet environnement riche et complexe. Les garçons apprennent tôt les valeurs civiques, honorer les dieux, défendre la cité, respecter les lois. Les filles, même si elles ne participent pas à la vie politique, jouent un rôle central dans la préservation des traditions familiales. Les contes, les mythes et les chansons populaires transmettent l'histoire et la morale de génération en génération. Chaque foyer devient un lieu d'éducation où les grands-parents, les parents et les esclaves participent à la formation des enfants. Les fêtes religieuses sont des moments de cohésion sociale unique. Les Panathénées, célébrés à Athènes en l'honneur d'Athéna, attirent des milliers de participants. Des processions spectaculaires traversent la ville, des sacrifices sont offerts et des concours de musique et de poésie se déroulent sur plusieurs jours. Ces célébrations rappellent aux habitants leur identité collective et leur lien avec les dieux protecteurs de la cité. Les guerres, cependant, ternissent souvent cette prospérité culturelle. Les conflits incessants entre cités affaiblissent leur puissance collective. La guerre du Péloponnèse est un exemple tragique. Elle oppose Athènes et Sparte pendant des décennies, ruinant leurs économies et leurs populations. Ces rivalités internes permettent à des puissances étrangères de prendre l'avantage, menant à la conquête macédonienne. Alexandre le Grand transforme ensuite ce monde en un empire cosmopolite, où la culture grecque se mêle aux traditions orientales. Cette diffusion culturelle, appelée hellénisme, marque une étape décisive dans l'histoire. Les bibliothèques, les musées, les écoles de philosophie se multiplient. Alexandrie devient le centre intellectuel du monde antique, attirant des savants de toutes origines. La science, la médecine, l'art et la littérature grecque influencent durablement Rome, puis toute l'Europe. Les idées nées dans ces cités méditerranéennes traversent les siècles, façonnant notre vision du monde moderne. La vie domestique reflète toute la complexité de cette civilisation. Les maisons des riches familles disposent souvent d'une cour intérieure entourée de colonnes, véritable sanctuaire privé où l'on trouve un autel dédié aux dieux protecteurs du foyer. Ces demeures comportent plusieurs pièces, une salle à manger, des chambres séparées, un espace réservé aux femmes et parfois même une petite bibliothèque où sont soigneusement rangés des rouleaux de papyrus. Les sols sont recouverts de mosaïques colorées représentant des scènes mythologiques ou maritimes et les murs peints affichent des couleurs éclatantes. Ces maisons témoignent du raffinement et du goût esthétique des élites. En revanche, la majorité de la population vit dans des habitations beaucoup plus modestes. Souvent, il ne s'agit que d'une pièce unique où se concentre toute la vie familiale. Les murs en torchis ou en pierre brute gardent la chaleur en été et le froid en hiver.
Les meubles se limitent à quelques bancs, des coffres pour ranger les vêtements et une table basse pour les repas. Le foyer central, simple brasero, sert à la fois pour cuisiner et chauffer l'air. Malgré leur simplicité, ces maisons sont fonctionnelles. Elles protègent des intempéries et offrent un espace de vie communautaire où chaque membre de la famille trouve sa place. Les repas, même dans les foyers riches, ne ressemblent pas à ceux des sociétés modernes. Les aliments sont simples, mais préparés avec soin. L'huile d'olive est omniprésente, utilisée pour la cuisson, l'assaisonnement et même pour l'hygiène corporelle. Le pain, fabriqué à partir d'orge ou de blé, constitue la base de l'alimentation, accompagné de légumes secs, de poissons séchés ou salés, de fromage frais et d'olives. La viande est rare et réservée aux occasions spéciales ou aux sacrifices religieux. Les épices et herbes aromatiques ajoutent des saveurs variées au plat. Thym, origan, coriandre et ail parfument la cuisine. Les repas se prennent souvent à la main, en s'aidant de morceaux de pain pour saisir la nourriture. Le vin est une boisson essentielle, consommée quotidiennement, mais toujours diluée avec de l'eau. Boire du vin pur est considéré comme un signe de barbarie. Les banquets aristocratiques suivent des règles précises. Après le repas principal, vient le symposium, moment consacré à la discussion, à la poésie, à la musique et parfois à des jeux d'adresse. Ces soirées réunissent les intellectuels, les artistes et les politiciens, créant un espace d'échange où se forment des alliances et se diffusent des idées nouvelles. Les femmes, bien que tenues à l'écart de la vie politique, jouent un rôle important dans la sphère domestique. Elles supervisent la gestion du foyer, le tissage, la préparation des repas et l'éducation des enfants. Les mariages sont arrangés par les familles et scellent souvent des alliances sociales ou économiques. Les jeunes filles sont mariées très jeunes, parfois à des hommes beaucoup plus âgés. Leur vie est souvent confinée à la maison, mais elles possèdent une influence discrète mais réelle à travers leurs réseaux familiaux et religieux. Les femmes de Sparte bénéficient d'une plus grande liberté. Elles peuvent posséder des terres, pratiquer le sport et s'exprimer publiquement. Cette différence culturelle témoigne de la diversité des cités grecques. Les esclaves sont présents dans presque tous les foyers. Certains sont affectés aux tâches domestiques, d'autres travaillent dans les champs, les ateliers ou les mines. Les esclaves instruits peuvent devenir secrétaires, enseignants ou intendants. Bien qu'ils soient considérés comme des biens et non des personnes libres, certains parviennent à acheter leur liberté ou à gagner une position respectée. Leurs contributions sont immenses. Ils construisent les temples, sculptent les statues, participent à la vie intellectuelle, tout en restant exclus des droits civiques. La religion structure la société et influence même l'organisation des maisons. Dans chaque foyer, un autel domestique rappelle la présence des dieux. Les habitants y déposent des offrandes quotidiennes, un morceau de pain, quelques fruits ou de l'huile. Ces gestes simples témoignent d'une relation intime avec le sacré. Les grandes fêtes religieuses, organisées dans les sanctuaires, sont des événements spectaculaires où toute la communauté participe. Des processions traversent les rues décorées de guirlandes, des sacrifices d'animaux sont réalisés publiquement, et des compétitions sportives ou musicales accompagnent les cérémonies. Ces célébrations renforcent le sentiment d'appartenance collective et rappellent que les dieux surveillent chaque aspect de la vie. Les temples, véritables chefs-d'œuvre d'architecture, sont construits avec un souci extrême des proportions. Chaque colonne, chaque fronton est pensé pour refléter une harmonie divine. Les plus célèbres, comme le Parthénon d'Athènes, témoignent de l'ingéniosité et de la vision esthétique des architectes grecs. Ces bâtiments ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de puissance politique et culturelle. Leur construction mobilise des centaines d'artisans et d'ouvriers, souvent des esclaves, et représente un investissement colossal pour la cité. Les cités-États rivalisent entre elles pour bâtir les temples les plus impressionnants, les théâtres les plus vastes et les stades les plus spectaculaires. Ces constructions reflètent non seulement la richesse, mais aussi le désir de laisser une trace éternelle.
Chaque pierre sculptée, chaque mosaïque colorée est une affirmation de grandeur, destinée à impressionner autant les citoyens que les étrangers. Les rues des villes sont animées à toute heure du jour. Le marché central, ou agora, est un lieu de rencontre incontournable. On y trouve des marchands d'aliments, de textiles, de céramique, mais aussi des philosophes qui interrogent les passants, des juges qui tranchent que des litiges et des scribes qui rédigent des contrats. L'agora est le centre névralgique de la cité, où se croisent politique, commerce et culture. Les discussions y sont animées. On y débat des affaires courantes, des rumeurs politiques, des décisions de guerre ou de paix. Cet espace public est aussi un symbole de la démocratie. Chaque citoyen peut s'y exprimer, voter et participer activement à la vie de sa cité. Les enfants participent eux aussi à cette vie communautaire. Ils jouent dans les ruelles, imitant les soldats ou les athlètes, et s'imprègnent dès leur plus jeune âge des valeurs civiques. Les garçons fréquentent des écoles dès l'âge de 7 ans, où ils apprennent à lire et écrire, mais aussi à chanter, jouer de la lyre et pratiquer des exercices physiques. L'éducation est conçue pour former des citoyens complets, cultivés, éloquents et courageux. Les filles, quant à elles, reçoivent leur instruction à la maison, se préparant à devenir épouses et mères. Cette division reflète une société profondément patriarcale, mais structurée. Les voyages sont périlleux, mais ils permettent de tisser un réseau culturel et commercial immense. Les marchands parcourent des centaines de kilomètres à pied, en charrette ou en bateau. Les routes sont souvent peu sûres, infestées de bandits, et les navires affrontent des tempêtes redoutables. Malgré ces dangers, le commerce prospère, apportant dans les cités grecques des produits venus d'Orient, d'Afrique et d'Europe du Nord. Les marchés regorgent d'épices, de parfums, de pierres précieuses, de soie, mais ces richesses sont réservées à une élite fortunée. Pour le peuple, ces marchandises exotiques représentent un rêve inaccessible, un aperçu d'un monde plus vaste. La mer Méditerranée, surnommée parfois Mare Nostrum par les Romains plus tard, est déjà au centre de la civilisation grecque. Les navires de guerre, appelés trières, sillonnent les eaux, assurant la protection des routes commerciales et la puissance militaire des cités. Les combats navals sont spectaculaires, les vaisseaux se percutent, les soldats sautent d'un pont à l'autre et le bruit des rames résonne comme un battement de cœur. La mer, tout en offrant des opportunités, rappelle constamment sa dangerosité. Une tempête soudaine peut détruire une flotte entière, et les pirates restent une menace constante. La justice est rendue publiquement. Les tribunaux sont des espaces ouverts où les citoyens jugent leurs pairs. Les procès attirent parfois des foules, fascinées par les discours des orateurs. La rhétorique est une arme redoutable. Un plaidoyer bien construit peut sauver une vie ou ruiner une réputation. Les décisions sont souvent prises à main levée, illustrant une démocratie directe mais imparfaite, où la persuasion prime parfois sur la vérité. La nuit, la ville change de visage. Les rues s'assombrissent, éclairées seulement par quelques torches et lampes à huile. Les gardes patrouillent pour prévenir les incendies et maintenir l'ordre. Mais les quartiers pauvres restent dangereux. Les familles se rassemblent autour d'un petit repas, partagent des histoires, des chants et des prières avant de dormir. La vie antique est dure, mais profondément rythmée par des traditions qui offrent un sentiment de stabilité. Cette civilisation, malgré ses inégalités et ses guerres, laisse un héritage incomparable. Elle pose les bases de la philosophie occidentale, de la démocratie, de la science et de l'art. Ces monuments témoignent de son génie, et ses idées traversent les siècles. Vivre dans ce monde, c'est affronter chaque jour des difficultés immenses, mais aussi participer à une société qui, par son ingéniosité et sa culture, façonne encore notre monde actuel. Les mythes et les légendes jouent un rôle fondamental dans la société. Chaque cité a ses récits fondateurs, souvent liés aux dieux ou à des héros légendaires. Athènes, par exemple, se revendique protégée par Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie. Sparte tire fierté de ses origines guerrières
et de son organisation unique. Ces histoires ne sont pas de simples contes, elles structurent l'identité collective, expliquent les coutumes et justifient les choix politiques. Les poètes et les aèdes voyagent de ville en ville pour chanter les exploits d'Achille, d'Hercule, de Thésée. Leurs récitations fascinent les foules, transmettant des valeurs de courage, d'honneur et de piété. Les sanctuaires, comme celui de Delphes ou d'Éleusis, ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des centres de rassemblement culturel. Les mystères d'Éleusis, rituels secrets en l'honneur de Déméter et Perséphone, promettent des révélations spirituelles et une vie après la mort plus douce. Ces cérémonies attirent des pèlerins de tout le monde grec, créant une unité religieuse malgré la diversité des cités. La foi dans les dieux est profondément ancrée, mais elle laisse aussi place à la philosophie et à la remise en question. Certains penseurs osent douter des mythes, cherchant des explications rationnelles aux phénomènes naturels. Cette tension entre religion et raison est l'un des moteurs de l'évolution culturelle grecque. La science médicale progresse lentement mais sûrement. Les médecins observent attentivement les patients, notant leurs symptômes et leurs habitudes de vie. Hippocrate et ses disciples posent les bases de l'éthique médicale, affirmant que le rôle du médecin est de soigner, non de juger. Les traitements reposent sur des plantes médicinales, des régimes alimentaires spécifiques et des exercices physiques. On recommande parfois des bains chauds, des massages à l'huile ou des cures de repos. Si certaines pratiques paraissent rudimentaires aujourd'hui, elles représentent un pas immense vers une médecine rationnelle. Les hôpitaux n'existent pas encore, mais les sanctuaires d'Asclépios jouent ce rôle, accueillant les malades qui viennent chercher guérison à travers des rituels et des conseils médicaux. La mort, omniprésente, est entourée de rites précis. Les funérailles sont une affaire collective. Le corps est lavé, oint d'huile parfumée, puis exposé à la famille et aux amis pour un dernier hommage. Le cortège funéraire traverse la ville, suivi par les pleureuses qui chantent des lamentations. La crémation est courante, mais l'inhumation reste fréquente. Les tombes sont décorées de stèles sculptées représentant le défunt dans des scènes de la vie quotidienne, rappelant son statut et son rôle social. Les offrandes funéraires, comme des amphores, des bijoux ou des pièces de monnaie, accompagnent le mort dans l'au-delà. Ces pratiques reflètent une croyance profonde en la continuité de l'âme et en l'importance de la mémoire des ancêtres. La philosophie offre une vision complémentaire. Socrate enseigne que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ces dialogues, transmis par Platon, explorent des concepts abstraits comme la justice, le bien et la vérité. Aristote, élève de Platon, systématise le savoir et développe une méthode scientifique fondée sur l'observation. Ces penseurs influencent non seulement leur époque, mais aussi toute l'histoire de la pensée occidentale. Leur héritage est immense. Ils posent les bases de la logique, de l'éthique, de la politique et des sciences naturelles. Les cités grecques connaissent une organisation politique variée. Athènes développe une démocratie directe, où chaque citoyen peut voter et participer au débat. Sparte, au contraire, est une oligarchie militaire où 2 rois gouvernent avec un conseil de vieillards. Cette diversité reflète l'adaptabilité du monde grec, capable de créer des systèmes politiques originaux tout en maintenant une culture commune. Les institutions, bien que différentes, s'appuient toutes sur un profond respect des traditions et des lois. Les guerres, fréquentes, façonnent profondément cette civilisation. La guerre du Péloponnèse est l'un des conflits les plus marquants. Pendant près de 30 ans, Athènes et Sparte s'affrontent dans une lutte acharnée, mobilisant des alliances à travers tout le monde grec. Les sièges, les batailles navales et terrestres, les famines et les épidémies marquent cette guerre. Thucydide, historien et témoin, en laisse un récit détaillé, posant les bases de l'histoire analytique. Ses écrits montrent que la guerre n'est pas seulement un affrontement militaire, mais aussi une tragédie humaine et un révélateur de la nature humaine. Les victoires d'Alexandre le Grand marquent un tournant décisif.
En moins de 10 ans, il conquiert un empire immense, allant de la Grèce jusqu'aux confins de l'Inde. Ses campagnes diffusent la culture grecque dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Les villes qu'il fonde, comme Alexandrie, deviennent des centres intellectuels et commerciaux. L'hellénisme, né de ce mélange entre tradition grecque et influences orientales, crée une civilisation cosmopolite où les savants, artistes et philosophes échangent leurs idées à une échelle jamais vue auparavant. Les bibliothèques de cette époque, en particulier celle d'Alexandrie, symbolisent cette soif de savoir. Elles rassemblent des milliers de rouleaux, couvrant des domaines aussi variés que la médecine, la botanique, l'astronomie, la mécanique et la littérature. Les savants qui y travaillent classent, traduisent et copient les textes, contribuant à la préservation et à la diffusion des connaissances. Ce réseau intellectuel est à l'origine de nombreuses découvertes qui influenceront les civilisations ultérieures. La vie quotidienne, malgré cette effervescence culturelle, reste difficile. Les habitants des villes doivent composer avec des rues étroites, des logements exigus, un approvisionnement en eau limité et le risque constant d'incendie. Les maladies se propagent facilement et l'espérance de vie reste courte. Pourtant, cette rudesse forge un caractère collectif. La communauté, la famille et les traditions sont des piliers qui soutiennent les individus face à l'adversité. Les arts, quant à eux, atteignent des sommets. La sculpture grecque vise l'idéal. Chaque statue est conçue selon des proportions mathématiques, cherchant à représenter un corps humain parfait. Les fresques et mosaïques embellissent les maisons, racontant des histoires mythologiques ou des scènes de la vie quotidienne. L'architecture développe des techniques avancées. Les temples, les théâtres et les stades témoignent d'une maîtrise impressionnante. Ces monuments, encore visibles aujourd'hui, rappellent que les Grecs avaient une vision artistique profondément liée à leur philosophie. L'héritage grec se diffuse bien au-delà de son époque. Rome, en conquérant la Grèce, adopte une grande partie de sa culture, intégrant ses dieux, son art et sa philosophie. Les penseurs grecs inspirent les juristes romains, les architectes, les écrivains. Cette transmission assure à la civilisation grecque une place centrale dans l'histoire universelle. Le soir, la cité reprend son souffle. Les torches illuminent les rues, les ombres dansent sur les murs blanchis à la chaux. Dans les maisons, on partage un repas simple, accompagné de discussions sur la journée, les affaires de la cité ou les récits des anciens. Les enfants s'endorment au son des histoires mythologiques racontées par leurs parents. Le calme revient, mais sous cette tranquillité apparente, les cités restent toujours en mouvement. Les décisions politiques, les échanges commerciaux et les créations artistiques façonnent chaque jour ce monde fascinant. Vivre dans cette époque, c'est évoluer dans un univers où chaque détail a un sens. Les gestes les plus simples, comme allumer une lampe à huile, offrir un morceau de pain à une divinité ou marcher sur une route pavée construite par des esclaves, racontent une histoire. C'est un monde où la beauté côtoie la violence, où la philosophie naît au milieu des marchés bruyants, où l'art sert à immortaliser des idéaux, et où chaque pierre posée reflète le désir humain de laisser une trace dans le temps. Ce monde, dur mais grandiose, nous a légué bien plus que des ruines majestueuses. Il a façonné notre manière de penser, d'organiser nos sociétés, de créer, d'enseigner et de rêver. Ces philosophes nous ont appris à questionner, ces architectes à bâtir avec harmonie, ces artistes à chercher la perfection, et ces poètes à voir dans les mythes un miroir de notre humanité. Même à travers les siècles, la Grèce antique continue de vivre, gravée dans notre mémoire collective, comme une source éternelle d'inspiration.